Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Une fois de plus, merci pour votre fidèle participation à notre très chère émission que nous présentons sur la GUPRD Congo TV, une chaîne qui présente la République démocratique du Congo sous sa facette pétrolière, une chaîne thématique qui vient réveiller la conscience des Congolais quant à leur richesse pétrolière. Il faut tout d'abord souligner le fait que la cuvette centrale, c'est une zone difficile d'accès, une zone qui a fait jaser le monde pendant très longtemps, parce qu'il y a eu plusieurs experts après certains travaux qui s'étaient réalisés dans la partie congolaise, dans la RDC, plusieurs travaux qui étaient soldés par des forages non concluants. Plusieurs experts avaient déjà condamné cette partie du monde, cette partie d'Afrique, comme quoi ayant des gisements immatures ou des roches-mères, si on peut dire immatures, malgré le fait que nous qui étions fils d'Afrique, nous disions toujours que les systèmes pétroliers en RDC avaient bel et bien fonctionné, comme cela a été constaté déjà dans le bassin amazonien. Et maintenant, il y a la cuvette centrale dans la partie de la République du Congo qui vient de prouver le contraire. Mais maintenant, comment expliquer ce retard de la RDC par rapport à la République du Congo? Il faut d'abord le dire que la République du Congo a une forte expérience en matière pétrolière. Déjà que la République avait déjà trouvé des solutions magiques qui pouvaient ou qui aidaient le pays à financer les recherches dans sa cuvette centrale, quoique ayant beaucoup de difficultés. Mais il faut noter que l'élément clé qui a fait que la République du Congo prenne une grande avance, premièrement, c'est la vision. La vision d'un grand homme d'Afrique. En l'occurrence, le président Willy Etoka, le grand PDG, c'est un grand homme, un richissime homme brassavillois. Il a cru, parce qu'il avait une grande vision sur cette question, il a cru d'abord en lui-même et en des capacités de la cuvette centrale de produire des hydrocarbures. Il savait dans quoi il s'amenait, même si le monde entier le décourageait par rapport à plusieurs conférences qui étaient tenues par plusieurs experts internationaux. Il a bravé les défis logistiques, les défis environnementaux, les défis financiers, techniques. Avec les fils africains, ils ont mis en exergue. Ce qui manque cruellement à la RDC, ce sont ces grands hommes de vision. Cette vision nous a toujours manqué. Malheureusement, chez eux, il y a eu une vision dans les hautes instances, déjà dans les hautes instances de décision en termes politiques, dans la politique. Mais ici, chez nous, les questions pétrolières n'ont pas toujours été bien comprises par nos autorités. C'est la raison pour laquelle nous nous levons pour venir expliquer la quintessence du secteur pétrolier dans notre pays, parce que c'est un grand secteur pétrolier, et nous pouvons rechercher, si possible, des hommes qui peuvent nous faire rattraper ce retard, qui est dû essentiellement à deux facteurs, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, un manque de vision nationale et un manque de visionnaires qui pouvaient prendre le risque. Qu'en plus des solutions, il faut tout d'abord comprendre que nous sommes dans un monde qui n'est plus un monde séparé, c'est un grand village planétaire, cette ère de mondialisation. Donc il nous faut nous inspirer de l'expérience des autres pour essayer de corriger nos erreurs et pouvoir avancer. Ce que je peux demander déjà d'emblée à la République démocratique du Congo, notamment aux autorités, que ce soit le chef de l'État, le Premier ministre ou le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et son adjoint, c'est de chercher maintenant à se rapprocher des Brassavillois, de l'expérience ou de l'expertise du Congo-Brazzaville pour comprendre comment ils ont mené leurs actions jusqu'à arriver à une découverte de telle envergure. Parce que nous savons tous que si là-bas on a découvert, vu la proximité
de nos blocs, vu la proximité, vu le fait que nous sommes dans une même région géologiquement parlant, nous pouvons nous inspirer de ce qu'ils ont fait et nous pouvons rapidement essayer de rattraper le retard. Parce qu'on dit aujourd'hui qu'il y a un retard, mais le retard peut être grand ou petit selon que nous allons nous y prendre dès maintenant et avec une bonne politique d'approche. Si aujourd'hui nous traversons pour aller chercher les opérateurs de l'autre côté, leur donner toutes les facilités d'accompagnement afin qu'ils puissent aussi nous aider à avancer de notre côté pour créer cet équilibre régional, pour créer cette force dans la sous-région afin de permettre au développement de l'Afrique. Je crois que nous pouvons rapidement rattraper ce retard. Mais si nous tergiversons encore en négociant avec des commissionnaires qui viennent sans avoir de grandes expériences en la matière, mais qui viennent solliciter des blocs, nous allons encore accuser des dizaines de retards, sans compter qu'avec l'avènement des énergies nouvelles ou des énergies renouvelables, des énergies moins polluantes, d'ici 30, 40, 50 ans, les énergies fossiles risqueront de devenir obsolètes. Et nous allons, je ne sais pas comment nous allons expliquer à nos enfants comment avec autant de potentialités nous n'avions pas développé notre pays. Donc il est temps de pouvoir créer ce pont entre la RDC et le Congo-Brazzaville pour un partage d'expériences, un partage de données, ou sinon comment ouvrir notre région à ceux qui ont découvert les gisements ou qu'on appelle le delta de la cuvette centrale, le grand dragon de la cuvette centrale. Comment on peut créer ces ponts pour que peut-être qu'ils soient pris ici chez nous comme opérateurs, ou je ne sais pas ce qui pourrait l'intéresser, mais trouver ce pont, négocier sur comment faire pour que leur expertise soit aussi démise chez nous. Économique, signalons que les activités pétrolières viennent avec des développements et un développement qui commence à la base. Ne prenons pas des exemples négatifs, essayons de rester dans les exemples positifs parce qu'il y en a plusieurs. Aujourd'hui, quand nous parlons de la première économie africaine, c'est le Nigeria qui est une nation ou un pays qui a basé essentiellement son économie sur le secteur des hydrocarbures. Si nous regardons à travers le monde, 80 à 90% des pays dits émergents les sont grâce aux hydrocarbures. Nous avons plusieurs exemples, les Qatar, les Émirats arabes unis, le Singapour, il y en a tant d'autres. Et je crois que déjà pour notre pays, la République démocratique du Congo, commencer dès maintenant des actions sur terrain ou des campagnes d'exploration, on va déjà commencer à ressentir tant soit peu des changements sur le plan social, sur le plan économique. Je donne un exemple. Un opérateur qui vient par exemple pour une campagne sismique ne va pas utiliser une main-d'œuvre extérieure. Pour tout ce qui est comme tracé, les travaux sur terrain, ce sont les fils autochtones, les fils du terroir qui vont pour la première fois de leur vie peut-être avoir des salaires de près de 500 $, ce qui n'a jamais existé dans la plupart des villages que nous connaissons chez nous en RDC. Mais aussi si on arrivait seulement à mettre en exergue un gisement qui pourrait être un grand gisement comme nous l'espérons avec toutes les données géopétrolières en notre possession, si nous arrivons à mettre en exergue juste un seul gisement, par rapport aux apports, Ngoki déjà, par rapport aux annonces que nous avons suivies, ce qui a été même corroboré par l'Agence internationale des énergies qui a montré suffisamment que Ngoki c'est une découverte réellement qu'il faut prendre en compte parce qu'il va changer aussi la géopolitique africaine. Si nous arrivons à trouver des gisements tels que Ngoki, qui déjà va d'ici trop peu de temps rapporter plus de 10 milliards de dollars à l'État brazzavillois. Regardez chez nous, le budget il est d'à peine 10 milliards et avec un taux de réalisation de peut-être 60-65%, donc 6 milliards de dollars. Si on parvenait à avoir un gisement qui pourrait nous rapporter 10 milliards de dollars, regardez la configuration dans laquelle on se trouverait. La gratuité de l'enseignement trouverait là un financement adéquat, la couverture sanitaire universelle va trouver sa solution, les fonctionnaires vont trouver leur salaire, ils vont voir leur salaire monter, les militaires pour la sécurité. Et bref, vous voyez que nous aurons assez d'argent frais dans le pays et même pour développer des grandes infrastructures, nous aurons la facilité ou un moyen sur lequel nous appuyer
pour lever des fonds sur le plan international. Donc nous pouvons lever 10-20 milliards de dollars, sachant que les pétroles, les hydrocarbures découverts peuvent rembourser. Donc on aura en main toutes les manettes pour pouvoir avoir des capitaux frais à injecter dans notre économie pour, par exemple, pour le tourisme, pour l'agriculture, pour la diversification même de l'économie. On aura assez d'argent et on a déjà des gens qui ont dans les secteurs pétroliers diversifié leur économie, comme je le disais tantôt, dans le Moyen-Orient, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Singapour. Ils ont su trouver la formule pour prendre les ressources, les retombées pétrolières, les réaffecter dans le tourisme. Chez nous, nous pouvons les réaffecter dans l'écotourisme, dans l'agriculture, dans les infrastructures, dans les industries. Donc bref, avec une bonne découverte qui peut rapporter des milliards, nous avons toutes les manettes pour décider sur notre destin. Déjà là, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail d'accompagnement. Nous essayons d'accompagner nos institutions étatiques, surtout les autorités du secteur, en leur donnant des pistes de solutions ou au moins en ébauchant certaines pistes de solutions. Et donc nous sommes ouverts, mais pas pour travailler par exemple dans les cabinets, parce que tout le monde voudrait bien travailler comme conseiller du ministre. Moi je crois que ce n'est pas l'endroit indiqué pour nous ingénieurs où il faut aller coûte que coûte dans le cabinet, mais je crois personnellement avec l'expérience la petite expérience que nous commençons à avoir dans les secteurs, qu'il est donné pour le secteur des hydrocarbures de créer une cellule technique qui peut regorger en son sein des vrais techniciens qui vont piloter le côté technique des questions pétrolières en RDC. Et avec ces techniciens, facilement, on peut avoir un cadre de réflexion pour tracer la politique sectorielle, pour donner les chronogrammes des activités, pour négocier, parce que malheureusement pour nous, les contrats, des fois, on l'a vu dans le secteur minier, avaient été mal négociés au départ, mais avec l'avènement des cellules techniques telles que CTCPEM, Promine, CESCAM, Camine, nous avons vu que le secteur des mines, avec le temps, s'améliore. Nous pouvons nous inspirer de ces secteurs, qui est aussi un secteur des ressources naturelles, pour créer cette cellule technique qui va en son sein regorger des techniciens du domaine. Mais nous sommes toujours ouverts à chaque fois intervenir quand le ministre a besoin de nous pour lui donner notre petit apport, pour lui donner notre vision technique de la chose, pour l'aider à prendre des bonnes décisions sans état d'âme, parce que nous savons comment dans notre pays les choses se passent. Le cabinet c'est éminemment politique et nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Même notre association qui est le groupe universel des pétroliers, c'est une association apolitique, nous ne sommes que des techniciens. Ainsi, nous évitons des fois d'entrer dans les cabinets pour éviter d'avoir des casquettes politiques, parce que nous voulons aider notre pays outre mesure, ne pas prendre en compte les appartenances politiques, socio-tribales de tout un chacun. Nous, ce que nous voulons, c'est contribuer à l'émergence du pays. Donc, nous sommes vraiment ouverts quant aux discussions, négociations, à l'aide avec le gouvernement ou toutes les autres institutions, telles que l'Assemblée nationale ou le Sénat, dans leur commission des ressources naturelles, pour donner à chaque fois des indications techniques et nous permettre dorénavant d'aller dans des discussions techniques, des discussions sur les hydrocarbures en RDC avec beaucoup d'éléments pour ne plus tomber ou retomber dans les erreurs commises, par exemple, dans la gestion du conflit avec l'Angola, où on a constaté que la partie congolaise n'était pas assez aguerrie face à cette question, on manquait d'expertise. Et maintenant, là, nous voulons disponibiliser de l'expertise pour notre gouvernement à sa guise. Quand on a besoin de nous, on sera toujours là. Je ne suis pas seul ingénieur. Il y a des centaines d'autres ingénieurs que nous essayons d'encadrer, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous discutons sur toutes les questions pétrolières de notre pays. Et donc, brièvement, je peux dire que nous sommes très ouverts quant à travailler avec le gouvernement en général et le ministère des hydrocarbures en particulier, mais pas pour aller remplacer qui que ce soit dans ces ministères, que ce soit au secrétariat général, que ce soit à la Société nationale Hydroc. Nous ne voulons remplacer ces personnes, mais nous voulons juste apporter aussi notre pierre à l'édifice. Comme on le dit souvent, même un papier, à deux, il devient encore plus léger à porter. Donc, nous voulons apporter quelque chose pour aider, pour donner ce qui manquait jusque-là à notre pays, pour définir un plan d'action concret qui va ramener d'ici 2-3 ans notre pays
parmi les grands pays producteurs ou les pays en voie de devenir grands producteurs de pétrole. Monsieur, chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour votre aimable attention. Merci parce que vous nous avez donné de votre temps pour essayer d'ensemble contribuer à l'émergence de notre pays, ce pays qui est la RDC, qui a besoin des efforts de tout un chacun. Voici là le cadre qui nous est donné pour vous informer, parce que l'information, c'est la mère des solutions. Quand on n'a pas d'information, on ne sait pas quoi faire. Et avec l'information apportée chez tout le monde, apportée à tout le monde, nous pouvons ensemble trouver des solutions, où nous pouvons ensemble donner une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique qui va faire que les décideurs revoient sa position et regardent vers la direction que nous voulons pour notre pays, qui doit devenir un pays, un géant au centre de l'Afrique, qui doit devenir un pays debout, un pays craint par tout le monde. C'est avec ça que nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui, mais tout en vous demandant tous de vous abonner massivement et surtout de faire passer ce message pour que tout le monde connaisse les vrais enjeux de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.